Ici, nous sommes dans un petit village du Gers, pas très loin de Toulouse, mais spécialement ici, dans ma maison, nous sommes en Algérie. Quand j'ai fait construire cette maison il y a une quarantaine d'années presque, pas tout à fait, dans les fondations, j'ai parsemé de la terre d'Algérie. Et en fait, quand on rentre chez moi, on n'est plus en France, on est en Algérie. Je suis ici donc depuis la naissance de mon fils. Il avait 5 mois quand nous sommes arrivés tous les deux. Je l'ai élevé toute seule, pas vraiment toute seule parce que ma maman a joué un grand rôle dans l'éducation de mon fils. J'ai très vite travaillé comme correspondante de presse et je travaille à la Dépêche du Midi du Gers et je couvre un secteur assez vaste sur les petites choses de la vie. Et mon rôle, c'est un petit peu d'être une ambassadrice et de mettre en valeur les gens que je rencontre. Et là, pour la première fois, du moins, en tout cas en filmé, c'est moi qu'on regarde. Alors, juste avant de vous dire ce qu'est mon Algérie à moi, je précise donc que depuis 2013, je publie des livres. J'ai toujours écrit. Et j'ai trouvé dans l'écriture le travail de peintre en faisant des décors, le travail de comédienne avec les personnages et la mise en scène, la musique parce que pour moi la musique est très importante. J'ai appris à jouer de la guitare quand j'étais enfant en Algérie. Mon écriture doit être absolument musicale, c'est important pour moi qu'il y ait un rythme et donc je me définis comme une écriveuse. Ce qui me plaît quand j'écris, c'est que je retrempe mes semelles dans le sable, dans la terre qui m'a vu naître. J'ai commencé à écrire un premier manuscrit qui vient d'être édité à la demande d'une de mes nièces, c'est l'aînée de la famille, la fille de ma sœur qui s'appelle Carole, et qui m'avait dit un jour « Ma reine, il faudrait que tu nous écrives l'histoire de l'Algérie pour qu'on puisse la transmettre à nos enfants. » À l'époque, elle était toute jeune, aujourd'hui elle est maman, elle est une petite quinquagénaire, ses enfants sont adultes, et elle a même fait une illustration pour le roman, le récit, c'est pas un roman, c'est un récit. C'est un petit grain de sable qui se promène à travers l'Afrique du Nord, que j'ai appelé intentionnellement Ifriqiya, pour éviter le terme Algérie, qui quand même est un terme pour moi qui est un peu réducteur. Je vais peut-être choquer les gens en disant ça, mais réducteur dans la mesure où ce nom a été donné par la France dans les années 1840 à l'Algérie. Mais pour moi, c'est la terre, elle n'a pas de nom, c'est l'Ifriqiya, on va dire l'Ifriqiya, parce que ça va englober toute cette partie de l'Afrique du Nord. Et mon petit grain de sable, il va se promener à travers le temps et l'espace et ressusciter par des rencontres qui sont toutes personnifiées, qui vont raconter l'histoire de ce pays magique un peu, au tellurisme très, très puissant et qui nous marque à jamais. C'est une marque indélébile quand on est déjà dans le continent africain, mais en tout cas dans l'Afrique du Nord, on est à jamais pétri par cette terre et on lui appartient. La terre n'appartient à personne, j'aime toujours dire ça, ou comme je dis, le ciel est à tout le monde, la terre n'est à personne. C'est nous qui appartenons à la terre qui nous a vu naître, que je désigne comme étant ma première mère ou ma petite mère. Et depuis le 7 février 1962, jour de mon exil en France, et non pas de mon rapatriement, parce que, petite parenthèse, nous, les Français d'Algérie, nous n'avons jamais été des rapatriés, dans la mesure où nous avons dû payer nos billets pour rentrer en France. Et quand je dis rentrer, c'est vraiment un terme pas approprié parce que la plupart d'entre nous n'avions jamais mis les pieds dans ce pays que nous ne connaissions pas. J'ai grandi dans une ferme qui se trouve dans le sud de l'Oranie, pas très loin du désert. Je dis toujours ça, il y avait peut-être 40 km, mais on appelait ça la plaine du 50 parce que c'était sur un plateau très très long. C'était 50 km de désertique, avec quelques arbres rabougris, quelques troupeaux de moutons qu'on voyait et on roulait de Mascara à Dominique Luciani. Il y avait à peu près 70-80 km en descendant vers le sud. Et moi je suis née à Belabès, par accident, parce que toute ma famille est née dans l'Oranie, à Mascara. Mais les ancêtres, je m'appelle Alonso, sont espagnols. Ma maman, son nom de jeune fille était Picasso. Et on a toujours pensé que c'est avec un Z, en espagnol on dit Picasso.
Et comme dans la famille tout le monde aime dessiner, ben on se dit, même si c'est pas très glorieux, parce que comme personnage, Picasso était un personnage assez spécial, mais en tant qu'artiste, voilà. Un peu sulfureux. Voilà, un peu sulfureux, mais donc on dit, après tout, il était peut-être issu de la même famille que nous, les Picasso, qui était originaire de la Mancha, un petit village qui est devenu maintenant une grande ville, qui s'appelle Villanueva de Alcaldete. C'est le pays de Don Quichotte. Et ça, c'est la branche maternelle de mon grand-père maternel. Ma grand-mère maternelle est née en Algérie, mais était une enfant adoptée, enfin, qui n'a pas connu ses parents. Je connais très peu son histoire, mais de cette branche-là, je n'ai pas d'éléments. Et du côté paternel, ben, mon grand-père, qu'on appelait Luapo, José, il est né, lui, à Arboleas, et il est venu en Algérie, il est arrivé en Algérie, il était encore bébé. Et ma grand-mère, par contre, qui est ma grand-mère que j'aime énormément, que j'ai appelée, moi, la Wapa, dans mon roman Le Soleil colonial au royaume des cailloux, où j'ai raconté l'histoire de ma grand-mère, elle est née donc à Mascara, et ses parents arrivaient aussi de Murcia, en Espagne. Donc toutes les branches de ma lignée sont espagnoles, ce qui explique aussi que je n'étais pas forcément proche de la France et du sentiment français. Et puis d'ailleurs, une petite anecdote qui va éclairer par la suite mon comportement. Ça devait être en 1955. On a eu un instituteur qui est arrivé, qui a succédé à un instituteur que nous adorions, mais qu'on craignait beaucoup, et sur lequel j'ai écrit une nouvelle à l'école en Algérie, chez Bleu Autour, où je raconte l'histoire de ce maître, M. Ayela, qui était vraiment un homme exceptionnel. Et là est arrivé un nouvel instituteur, qui était un Français de France, comme on dit chez nous, qui était militaire, et qui faisait donc son service militaire en tant qu'instituteur dans notre école. Il nous dit: qu'il est beau votre pays, vous habitez un pays qui est magnifique. Mais c'est comme Blanche-Neige, hein, avec la sorcière et miroir magique, dis-moi qui est la plus belle, mais Blanche-Neige. Mais la France et l'Auvergne, dont je suis originaire, c'est encore plus beau. Waouh. Là, chez moi, ça se ferme. Impossible qu'un pays soit plus beau que le mien. C'est pas possible. Et bien, forcément, entre l'amour et la haine, j'ai opté pour je n'aime pas ce pays n'a rien à voir avec nous. Et j'ai grandi avec cette sensation que, je vais peut-être hurler des gens, mais la France n'avait rien à voir avec nous. Nous étions des Algériens. Ce qui ne m'a pas empêché d'être... on va dire, partisane de rester en Algérie en tant que Français, mais je n'avais pas cette notion en tant que Français. Moi, je disais Algérie à moi, Algérie à moi. Je n'avais pas du tout la conscience de ce qui se passait réellement dans les agissements des choses du pays. J'ai grandi à la ferme. À la ferme, c'était... Je faisais qu'un avec la terre. Je me souviens plus de la terre que de ma propre famille toute petite. La terre, je la mangeais. La terre... mais je l'aimais, je la respirais. Et d'ailleurs, je dis, quand je suis née, le premier souffle qui a fait gonfler mes poumons, c'était de l'air d'Algérie. Et ça, c'est marqué en moi pour toujours. Personne ne peut m'effacer ça, personne ne peut me l'enlever. Il y a eu toute ma petite enfance auprès de mes parents et ma grande sœur qui était mon idole. Qui avait 3 ans de plus que moi, qui dansait pour charmer les serpents. Elle était incroyable. Elle parlait avec des êtres invisibles qu'elle voyait réellement. Puis moi, je disais aussi que je les voyais, mais c'était pas vrai, je voyais rien, mais je voulais faire comme elle. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, on a dit on va quitter la ferme. Et à ce moment-là, on est venu habiter le village, Dominique Luciani, aujourd'hui qui s'appelle Tarmaret. Et là, on est devenu locataire d'un 2 pièces, très modeste. Notre propriétaire était kabyle. Et il avait 2 filles, Myriam et Mama, qui ont été mes premières petites copines, et on allait à l'école ensemble. On est resté à Dominique Luciani jusqu'en 58. Papa a été blessé au cours d'un attentat à ce moment-là, et on est parti sur Mascara. Comme il avait été vraiment très très gravement blessé, on est allé habiter chez ma grand-mère, au Faubourg Fédère, à Mascara. Et c'est là que j'ai connu
les trois frères Vallat, que je retrouverai 50 ans plus tard. Et à leur invitation, j'ai écrit la biographie de ses parents. Donc 58-62, c'est Mascara, c'est le collège de Mascara, avec le quotidien de collégienne. Nous partions avec ma sœur tous les matins au collège, et plus tard, par la suite, revenue en France, mentalement et en marchant sur un territoire, j'essayais de refaire les yeux fermés le parcours pour marcher, m'imaginer que je marchais encore à Mascara. Les événements, ils y étaient. Les attentats, ils y étaient, mais tous les jours. Mais on avait pris l'habitude de vivre avec. Nos parents nous laissaient jouer dehors. Enfin, c'était... Quand on y pense aujourd'hui, on fait tellement attention aux enfants, tu vas pas aller là, on a peur de ci, on a peur de ça. On était avec ma mère le dimanche, on partait promener. Mais on sortait de Mascara, on marchait vers, sur une route qui nous emmenait. La Légion avait une piscine. On allait jusque-là, on n'allait pas à la piscine, mais on marchait jusque-là, mais on venait, mais c'était désertique. 1000 fois, on aurait pu être assassiné, on va dire, hein, par le FLN, enfin, ce qu'on disait, on appelait les félagas. Mais c'est jamais arrivé, quoi. Je veux dire que il y avait... on était là, le peuple, on était mélangés. À Mascara, c'est pareil, mes premiers voisins, c'était des musulmans, qui avaient une très belle demeure. Un peu plus haut, c'était une famille juive. D'ailleurs, j'ai retrouvé... je ne la connaissais pas, parce qu'elle était un peu plus âgée que moi, mais on s'est retrouvés par Facebook. C'est dingue. Elle me dit, mais j'habitais en haut de la rue, en face du commissariat. Et moi, j'étais en bas de la rue, et j'ai des photos. J'ai une cousine qui est retournée en 89, elle a ramené des photos. La maison était assez... On avait laissé une maison quand même qui était jolie, c'était la maison de mes grands-parents, hein. Mais caractéristique, nous avions des grandes fenêtres sans barreaux. Et depuis que nous sommes partis, il y a des barreaux qui ont été mis, mais nous, il n'y avait pas de barreaux. C'est-à-dire qu'on vivait avec cette menace qui était prégnante, mais en même temps, on vivait... et pourtant, on connaissait la peur, mais on vivait avec. Mon Algérie à moi, c'est pas ces souvenirs-là, c'est les fêtes de famille, c'est ma famille. La famille paternelle, ma sœur serait là, elle parlerait plutôt de la famille maternelle. Et tous les ans, pour Pâques, c'était la Saint-Joseph. Mon grand-père, c'était José, hein, le Wapo Joseph. On se retrouvait à la ferme de Tacmaret, c'était la ferme des grands-parents, mais qui était cultivée à un moment par papa, et puis par deux de ses frères, Nicolas et Pierre. Et il y avait beaucoup d'hectares, mais comme je dis, c'était des hectares de cailloux, et c'est pour ça que je les appelais les seigneurs des cailloux. On vivait d'une manière très modeste. J'ai rarement eu un vêtement neuf sur moi, j'ai hérité ceux de ma sœur, qui héritait ceux des cousines. Et j'avais 14 ans quand j'ai eu ma première jupe. Et cette jupe, je l'ai portée le 7 février, quand on a quitté l'Algérie. Papa nous avait dit, lui il restait encore, vous reviendrez pour les vacances de Pâques. Et on n'est jamais revenu. Voilà. Tu n'es jamais retourné d'ailleurs depuis Maya? Non, non, par choix. Au départ, parce que ça ne se présentait pas. Peut-être au départ même, un peu retrouver ce sentiment quand même d'insécurité qu'on avait fini par oublier. Au début en France, on était quand même dans l'insécurité. Moi-même, ça m'a longtemps tenu. J'ai jamais supporté d'être de dos à quelque chose. Quand j'ai habité Paris, j'avais un petit studio au 6e étage qui donnait dans la rue du Faubourg Saint-Denis. Eh bien, je me souviens très bien que pour aller fermer la fenêtre, unique fenêtre qu'il y avait, je me retournais plusieurs fois. Cette sensation, parce qu'on vivait dans la peur, mais on vivait dans la vigilance. Quand on partait au collège, maman disait toujours « Attention, quand vous rencontrez quelqu'un, regardez bien dans ses mains s'il ne porte pas une arme. » Mais on partait toute seule. On ne nous accompagnait pas. Et cette vigilance à laquelle tu fais référence est liée à un événement que tu as vécu, ou vous avez vécu, votre famille a été... Tu parlais d'un attentat. Oui, alors, mon papa a eu un attentat, enfin, il y a eu un attentat à Dominique Luciani, une grenade qui a été lancée à midi, à l'heure où les agriculteurs revenaient des champs, où ils allaient prendre l'apéritif, avant de rentrer dans les familles. Et là, il y a eu une grenade qui a été jetée. Et moi, ce jour-là, c'était le 4 juillet 58, maman m'avait envoyé acheter le pain, et je vais donc à la boulangerie, et là, la déflagration, donc on sort, on regarde, et la première personne que je vois sortant, se tenant la jambe, c'est mon père. Je repars en courant en hurlant « Maman, maman, papa est blessé, papa est blessé !» Et maman sort, ma soeur s'était enfoncée une écharde. Ça reste marqué, tu sais. Et elle avait une écharde, et maman était en train de lui enlever avec une pince à épiler.
Elle a tout lancé, elle est partie en courant voir ce qui allait se passer. Et nous, on était là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit frère, il avait 3 ans à l'époque, il est sorti dans la rue et il avait compris ce qui se passait. Et il y avait des Arabes, des voisins qui passaient, et il s'était jeté contre un, il lui tapait dedans, il dit « je vais te tuer, je vais te tuer ». Et l'Arabe, le pauvre, il le caressait, il était compatissant, parce qu'il... Voilà, tout le monde n'avait pas envie de s'entretuer, hein. Il ne faut pas avoir, on imagine ça aujourd'hui, mais c'est pas vrai. On vivait, mon premier voisin, Djilali, était un ami très cher, que jusqu'à 2007 où il est décédé, on a eu des liens très forts. Bon, on a gardé des liens avec les amis d'enfance, jusqu'à ce qu'on nous, on nous impose la peur. Du coup, on se méfiait de tout le monde, on se méfiait même des Européens, entre nous, on se méfiait de tout le monde, se méfiait de tout le monde. Quand on a eu la phase du Covid, j'ai eu l'impression de revivre cette époque. On a eu un président de la République qui nous a dit « c'est la guerre ». Et chez les gens qui ont vécu la guerre dans leur enfance, des traumatismes qui n'ont jamais été soignés, puisque nous n'avons jamais eu de psychologue pour nous prendre en charge, ça a fait une déflagration intérieure et ça a réveillé cette histoire-là, cette peur qui était sous-jacente à ce qu'on faisait. Dans le village, j'ai vécu une attaque FLN avec les balles qui s'écrasaient contre le mur. Maman qui était... On avait une porte, on a toujours des problèmes avec les clés. La porte ne fermait pas à clé. Donc maman était derrière la porte, elle était avec un marteau pour nous défendre. Il n'y avait pas l'armée encore en Algérie à ce moment-là, c'était les hommes qui étaient mobilisés le soir qui faisaient la garde. On appelait ça la garde territoriale. Donc papa était avec la garde territoriale et maman. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On était sous le lit. Ma soeur, mon frère était tout petit, on était sous le lit. Donc si tu veux, on a vécu. Quand on était dans le bled, on a vraiment vécu de près, on a vécu en classe, la maîtresse qui vient chercher une élève et qui s'en va parce que son père vient d'être assassiné. Parce qu'il y avait comme ça, les civils étaient la proie idéale parce qu'il fallait faire passer un message et comme dans toutes les guerres, c'est toujours les civils qui en pâtissent. Et donc, si tu veux, oui, de près. Et puis, en fait, moi j'ai été témoin de l'assassinat d'un vieux monsieur. Il y avait un terrain vague en face de notre maison et là on voit un monsieur par terre. Alors ma grand-mère elle dit « oh il a dû attraper une insolation » donc elle sort vite pour aller le secourir. Et nous, moi, je ne sais pas ma soeur, mais moi j'étais derrière ma grand-mère. Et arrivée elle me dit « rentre, rentre, rentre » et ce que j'ai vu c'est que ce monsieur il avait un couteau planté dans le cœur et plein de sang. Et ce n'était pas du cinéma, c'était de la réalité. Et elle a appelé les gendarmes, elle est rentrée vite téléphoner. On n'avait pas le téléphone. Elle est allée à la maison de cette fameuse famille Valla, parce que c'était des gens aisés qui avaient le téléphone. Et c'est de là qu'elle a téléphoné pour qu'on vienne, et ils sont venus 1 heure après. Hein. Et le monsieur n'était pas mort encore, il râlait. Et il est mort comme ça. Et il était avec son panier de légumes par terre. Bon, évidemment, voilà, ça te marque, hein, mais ça faisait partie de la vie. Moi, je voulais pas qu'on s'en aille. J'allais te dire, est-ce que la question même a été évoquée par tes parents, ta famille élargie? Alors, c'est arrivé parce que papa, qui a fait de nombreux jobs pour essayer de faire vivre sa famille, et comme il avait grandi dans le bled et qu'il parlait couramment l'arabe, il servait d'interprète lors des procès. Il avait été embauché comme interprète. Et donc il traduisait, il faisait les traductions pour les gens qui étaient arrêtés. Et là, le capitaine qui travaillait là, je sais pas, lui avait dit on va signer bientôt, donc on est en janvier, fin janvier, on va bientôt signer des accords avec le FLN. Et à partir de là, l'armée française aura pour mot d'ordre de ne plus protéger la population européenne. Donc il vaudrait mieux que tu mettes ta famille à l'abri. Et c'est comme ça qu'il a décidé, ça s'est décidé en très peu de temps. Quand on dit on est parti avec 2 valises et on a laissé l'essentiel, c'est-à-dire nos livres et tout, ça ne faisait pas partie de l'essentiel. Et donc voilà, on est parti. Mais il y a des gens qui étaient partis plus tôt aussi. Hein, mais beaucoup de gens qui étaient partis plus tôt, c'était soit pour faire leurs études, soit beaucoup, hein, c'était quand même pour faire des études, ils suivaient des cursus universitaires en France. Des familles, on va dire souvent c'était des familles qui avaient déjà une habitation en France, qui étaient moitié français, moitié algérien finalement, mais le peuple
comme nous, on n'avait rien du tout en France. Moi, j'étais venue en France, et ça, j'aime bien raconter ce souvenir, quand tu me demandes si je suis jamais revenue en Algérie. En fait, je suis revenue une fois. J'avais 10 ans. J'étais partie en colonie de vacances en Alsace. Parce que mon père avait fait la guerre de 39-45, il faisait partie du Rhin et Danube, et c'est une association qui organisait des colonies de vacances pour les enfants des anciens soldats pieds noirs, on va dire, puisque maintenant on appelle les pieds noirs. L'armée d'Afrique. Oui. Voilà, l'armée d'Afrique. Et donc, comme j'étais très... J'étais une petite nature, j'étais toute blanche, la famille ils sont tous très basanés, moi je suis blanche, et j'étais toujours un peu maladive, j'étais maigre, j'ai changé depuis. Bref, on a décidé que c'est moi qui partirais en colonie de vacances cette année-là, et je suis partie en bateau. Et je suis arrivée en France, je suis arrivée à Marseille, de Marseille jusqu'en Alsace, parce que c'était en Alsace la colonie de vacances. On a pris le train et on était tout un groupe d'enfants d'Algérie, quoi. Hein. Et on est arrivé en Alsace, dans cette colonie, et puis moi j'ai trouvé que c'était étouffant, parce que bon, donc moi, l'Oranie, c'est pas du côté du Constantinois que je connais pas, mais je sais par des amis que c'était très luxurieux, beaucoup de végétation. Nous, c'était plutôt maigre. Hein, oui, ce sont les hauts plateaux, et puis c'est une région qui, en plus, en hiver, il fait moi, relativement c'est dans une région comme ça que je m'épanouis, que je me sens chez moi. Hein. Quand je vais dans un truc un peu désertique, je reste. Tu te retrouves. Et là, toute cette végétation, mais c'était étouffant. Et je trouvais pas que c'était joli. Moi, je me plaisais pas. Et puis alors, on était avec des petits Français de France qui disaient « Ah, vous avez un drôle d'accent !» J'ai dit « Mais c'est vous qui avez un accent, nous on n'a pas d'accent !» Je me revois disant ça. Bref. Ça a duré, paraît-il, 3 semaines, mais moi j'ai cru que j'étais partie 3 mois. Je me faisais des soucis parce que j'avais 10 ans et que je disais, on n'avait pas des lettres tous les jours, quoi. Je me disais, mon Dieu, pourvu que je priais beaucoup à l'époque. Heureusement d'ailleurs, je vais dire qu'à l'époque j'étais une petite chrétienne très prieuse, parce que j'espère que je ne vais pas perdre le fil, mais t'inquiète pas. Quand on partait en voiture quelque part, papa était tête brûlée, on ne partait jamais en convoi. Il disait, allez, on va aller à Mascara, on va aller à Oran. Ok, alors dans la voiture, on était là, moi je regardais la route, s'il n'allait pas avoir une mine, on allait sauter, et alors je priais. Je disais, mon Dieu, faites que je sois tuée la première, faites que je sois tuée la première. J'avais 7 ans quand je commençais des prières comme ça. C'est terrible quand on y pense. Hein. Je ne voulais pas voir tuer mes parents, je ne m'imaginais pas que ce serait été plus terrible pour eux de voir leur enfant tuer sous les yeux. Mais on était dans ce climat-là, voilà, on était là-dedans. Et donc, quand j'étais en France, là, je me faisais du souci, et puis je pense que j'avais une chatte noire aussi d'ailleurs, et ma petite chatte. Et pendant que j'étais pas là, elle s'est fait écraser. Mais on m'avait rien dit. Hein. Et bon, et quand enfin le retour est arrivé, dans le bateau, le bateau, j'étais malade comme un chien, parce qu'on était dans les cales, ça puait. Et on est monté sur le pont pour arriver. Et là, c'est magnifique. Je vois la côte d'Oran. Et ça approche. Et j'ai eu le même sentiment quand j'ai survolé pour aller au Sénégal, que j'ai survolé l'Atlas. Ce truc, je rentre chez moi. C'est chez moi. Là, enfin, on est heureux. Là, c'est le pays, c'est chez nous. Et donc, je dis toujours, oui, je suis revenue un jour en Algérie, mais je suis revenue, c'était encore chez moi. Maintenant, si je reviens, ce n'est plus chez moi. Même si j'ai Khaled, un ami poète en Algérie, qui m'appelle sa divine sœur, il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo, et qui dit, mais ici tu es chez toi. Mais c'est pas pareil, je suis obligée administrativement, je suis plus chez moi. Donc c'est pour ça que je dis, oui, je suis revenue un jour en Algérie, mais j'avais 10 ans, sur le bateau qui s'appelait le Kérouan. Voilà. Et papa m'attendait pour me ramener à Mascara, et j'étais tellement heureuse d'être revenue, de retrouver ces paysages. Rien à voir effectivement avec l'Alsace, mais c'était chez moi et c'était beau, c'était le plus beau pays du monde. En Algérie, à moi, quand je dis c'est ma famille, c'est mon père. Papa, c'était mon héros, il était pour moi indestructible. Pour ça, le jour où il est mort d'un infarctus brutal, massif, inattendu. Il avait 67 ans et c'était inimaginable. Un être comme lui ne pouvait pas être détruit, disparaître d'une seconde à l'autre comme ça. Et papa, petite, c'était vraiment, je trouvais qu'il était l'homme le plus fort du monde, quoi. C'était Davy Crockett.
Côté un peu bagarreur, me disais-tu? Ah, papa a toujours été, c'était ses poings pour se défendre, hein. Il était tête brûlée, c'est le tête brûlée de la famille. D'ailleurs, pendant l'armée, il a eu beaucoup de problèmes, puisqu'il était rebelle. Il faisait le mur pour venir voir maman. Il a même été envoyé en Tunisie en travaux forcés, hein, en tant que militaire de France, hein, où le jour on l'enterrait jusqu'au cou dans le sable, le soir il était sous une tente et on le laissait où ça gelait, et il avait la tête et les pieds hors de la tente, enfin c'est horrible. C'était pas un déserteur, mais on l'avait considéré comme déserteur parce qu'il avait voulu aller voir sa bien-aimée et qu'il avait une vingtaine d'années. Et maman, elle, c'était la sécurité. C'était elle qui assurait le manger avec le peu qu'il ramenait à la maison. Il fallait que tout le monde ait sa pitance, quoi. Et voilà. Donc, et puis c'est surtout, mes parents, voilà, c'était quand même. J'étais intimidée par mes parents, hein. Mes parents, c'était des grandes personnes, quoi, hein. Quand je vois les enfants aujourd'hui qui parlent comme ça, comment mes petits-enfants, yaya, comment je joue avec eux et tout, jamais j'aurais imaginé même jouer avec mes parents ou ma grand-mère, que j'adorais. Mais il y avait quand même un... Et donc, ma petite maman, c'était ma sœur qui avait 3 ans de plus que moi, et qui est toujours dans ma vie un pilier et qui était essentiel, mais est arrivée 7 ans après ma naissance, celle de mon petit frère que j'appelle toujours mon petit frère, Pierre, petit Pierre on l'appelait, qui était, comme je dis, c'était la chair de ma chair. C'est pareil, il s'est envolé le 4 mai l'année dernière, et d'une certaine manière, il a effacé toutes les douleurs antérieures. C'était une grande douleur parce que nous étions très fusionnels, nous étions très, très, très unis. Mais de tout petit, on s'est fait du souci pour lui parce qu'il avait un caractère, il avait le caractère de papa, très colérique. C'était bagarreur aussi, et à 2 ans, il a fait sa première fugue. Parce qu'il était en colère, on avait dû lui refuser, je ne sais plus le propos, mais il était parti dans le village, on était encore au village, tout petit, là, et il marchait, et on courait derrière lui, et il marchait. Mon petit frère. Il avait des yeux magnifiques, des grands yeux avec des longs cils, il était très, très espagnol, hein. Et les jeunes filles du village, parce qu'on avait des coutumes espagnoles, hein, dans ce village, c'est les après-midi, c'était déjà les événements, puisque mon frère est né en décembre 53. Donc il est rentré en novembre 54, on démarrait ces fameux événements. Donc, mais en fait, oui, cette période-là, encore, il était tout petit. Et les jeunes filles, on faisait le boulevard, on disait qu'on faisait le boulevard, on remontait, on descendait la rue, c'est le passeo des Espagnols. Alors les jeunes filles d'un côté, les garçons, donc ils échangeaient des œillades, c'est comme ça que les couples naissaient. Et donc il y avait mes tantes, les sœurs de maman, qui étaient donc beaucoup plus jeunes, ma tante Suzanne, ma tante Régine, qui se promenaient avec leurs copines, et nous on était avec la poussette, on poussait Petit Pierre, et alors elle venait autour de lui, Petit Pierre, fais-nous un clin d'œil, et lui, avec un charmant sourire, il a toujours eu un charmant sourire, il fermait les 2 yeux, il était très fier de lui parce qu'il faisait son clin d'œil. Et elle riait, et il était tout content parce qu'on riait autour de lui. Voilà les souvenirs de mon petit frère tout petit. Et donc c'est pour ça que je dis, de remémorer tous ces souvenirs, c'est comme redonner la vie à notre famille. Nous étions papa, maman, ma grande sœur, mon petit frère et moi, nous étions les 5, et nous ne sommes plus que 2 aujourd'hui. Et de rappeler ces souvenirs. On a passé une très belle soirée avec Samia hier soir à se rappeler tout ça. Ça m'a énormément pacifiée, ça m'a fait du bien. C'était comme si on avait rebroussé le temps. Et c'est pas je suis jamais dans cette nostalgie de repenser à tout ça, parce que surtout si j'y repense toute seule, peut-être que je vais pleurer parce qu'ils sont plus là. Mais là, avec Samia, c'était un échange très fraternel ou sororal, parce que nous sommes des femmes. Et comme je dis, Samia est devenue ma petite sœur, puisque je suis bien plus âgée qu'elle. Mais on a tellement de choses en commun, et ça fait du bien. C'était comme si on réunifiait l'Algérie hier soir. Et donc, je vais dire, ce qui est arrivé, ce fameux 7 février, j'y reviens encore, parce que c'est une date tous les ans. Le 7 février, c'est pour moi une journée de deuil, hein.
On est parti de Mascara, on est parti le 6 et on a passé la nuit à Oran chez une tante. Et donc j'ai dit Mascara Oran 100 km. Et ces 100 km, bien que papa nous avait dit qu'on revenait à Pâques, quelque part au fond de moi je savais qu'on partait. Et par la vitre je regardais le paysage et je dis c'était 100 km pour tout héritage, parce que je n'ai jamais voyagé en Algérie. Je ne suis jamais allée à Alger. Je connais Oran, je connais Mostaganem, parce que nous allions tous les étés en vacances chez les oncles et tantes qui étaient au bord de la mer. Donc on allait, j'ai connu les plages de la Sablette, Pouroupoul, on disait Pouroupoul. Là, je me suis imprégnée de cette image. Je revois donc le djebel, hein, la montagne. Elle est bleue. Et de temps en temps, par-ci, par-là, il y a des petits marabouts. Et j'ai dit, c'était comme un océan avec des petits voiliers qui étaient là. J'ai très peu de photos d'Algérie parce que on n'était pas assez riche pour avoir un appareil photo. Et d'autant plus qu'à l'époque, faire développer des photos, ça coûtait quand même assez cher. Donc, nous, il fallait manger. Hein. Donc, tout ça, c'était du superflu. Tous les paysages que j'ai aimés, ils sont... j'ai même pas besoin de fermer les yeux, je les vois vraiment. Et d'ailleurs, quand j'écris, j'ai la même attitude. J'écris et c'est comme si je faisais un film en fait. Je vois les scènes et je décris les scènes que je vois. Les paysages, je les décris parce que je les vois. Voilà, je suis une visuelle finalement. Et donc ce dernier voyage vers Oran, jusqu'à la fin de mes jours, je m'en souviendrai. Et tous les 6 février, le jour où on est parti, je prends du temps pour revivre ces instants-là. C'est mon pèlerinage intérieur. Ce n'est plus ni dans la tristesse, ni dans la nostalgie, mais c'est dans le devoir de mémoire. Voilà, je crois beaucoup au devoir de mémoire, parce que c'est important, et il doit être orienté vers l'ouverture du cœur, et pas dans le ressentiment. Le ressentiment, finalement, détruirait la beauté de ce qu'on a vécu. Et je ne vais pas faire de la moralisatrice là, mais pour moi, dans mon propre comportement, il n'y a pas de ressentiment. Il y a presque de la joie, parce que je me dis, j'ai été privilégiée de l'avoir vécu, ça. Je l'ai vécu. Parfois, j'ignore ça dans ma famille, mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, quand je suis avec eux, là, aujourd'hui, mais je dis, mais ils ignorent que je suis faite en terre, ils ignorent tout ce que j'ai vécu là-bas, qui est si fondamental, qui a fait la personne que je suis, et je suis faite de la terre, je suis en terre. D'ailleurs, on dit bien que le Dieu potier est descendu sur terre et qu'il a fait avec de la boue, il a fait Adam. Hein, voilà. Mais moi, je le sens physiquement que je suis faite en terre de là-bas. De cette terre. Cette terre de là-bas que j'ai, qui accompagne tous mes défunts. Pas mon frère, puisque je n'ai pas... Voilà, je ne l'ai pas accompagné jusqu'au dernier instant. Je l'ai vu le matin de son décès, où il était déjà plus là. Et il est décédé dans la nuit quand je suis rentrée à la maison. Mais là-dessus, j'ai développé un Covid faramineux qui fait que je ne suis pas allée. Mais par chance, l'enterrement a été 8 jours plus tard. Et mon médecin m'a dit que je pouvais y aller, que je n'étais plus contagieuse. Mon fils est venu me chercher, il me soutenait, j'avais aucune force. J'étais vraiment dans un état, un délabrement terrible. Une grâce, parce que sinon je crois que je serais morte de douleur. Mais je n'avais même pas la force d'avoir de la douleur, tellement j'étais abattue par ce virus. Et donc je n'ai pas vu mon frère mort, et je ne lui ai pas mis la terre d'Algérie comme je l'ai fait pour mes parents, et comme je l'ai réservé pour moi. Mon fils le sait, il doit me mettre à la terre d'Algérie pour partir dans l'au-delà. Je voudrais évoquer un joli moment qui pour moi symbolise un petit peu notre histoire, ce qu'on appelait les Européens, par rapport à ceux qu'on appelait les Arabes ou les musulmans. On ne se disait pas qu'on était Algériens à l'époque. Hein. On était Algériens, mais on se désignait, nous les Européens, on n'était plus des Européens. Peut-être nos ancêtres étaient des Européens, mais nous qui étions nés en Algérie,
Nous étions devenus des indigènes. Un indigène n'est pas un terme péjoratif, à mon sens. Ça veut dire quelqu'un qui est du pays. Et on est du pays du moment qu'on est dans le pays. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Algérie ou au Maroc, ou je ne sais pas où. On devient, quand on est là, on dit c'est le droit de la terre. Moi, je pense que c'est le droit qu'a la terre sur nous. Nous, on n'a pas de droit sur la terre, mais la terre a un droit sur nous. Et qui est un droit un peu, on va dire, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre des forces cosmiques, du tellurisme, des choses comme ça. Parce que je pense, moi, par rapport à mon expérience familiale, ce que nous apporte la terre algérienne, c'est une sensibilité aux forces de l'invisible. Par exemple, c'était le matin, au petit déjeuner, nous nous racontions nos rêves. Des rêves prémonitoires, on en avait. On vivait beaucoup avec... c'était pas très chrétien finalement, mais avec les fantômes. On parlait beaucoup des histoires de fantômes. Il y avait, comment dire, le monde occulte était très présent dans nos coutumes, qui étaient donc un peu... c'était un melting pot, on s'imprégnait les uns des autres. Moi je vois quand c'était le Nouvel An, les petits Arabes venaient avec des gâteaux dans les familles et ils nous disaient bonne année, bonne santé, mets la main dans le porte-monnaie. On rigolait, on prenait les gâteaux et on donnait des gâteaux. Et il y avait des échanges pendant les fêtes, il y avait des échanges. On vivait dans le respect des religions des uns des autres. Les femmes voilées à l'époque en Algérie, ça ne nous dérangeait pas parce que ça faisait partie de la façon de vivre. Ces femmes, on voyait qu'un œil. En dessous, elles étaient habillées à l'européenne, elles étaient toutes, d'ailleurs, elles étaient à l'école et tout, mais elles sortaient, elles mettaient le voile. Ça ne nous a jamais posé de problème. Après, c'est devenu, voilà, je sais pas, après, bon. Mais en Algérie, on n'empêchait pas les gens d'aller à la mosquée, la mosquée ne nous empêchait pas d'aller à l'église. Il y avait un respect mutuel. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être que d'autres maintenant vont dire que c'est pas vrai. On fait des portraits maintenant que je reconnais pas du tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Moi, je ne reconnais pas mon Algérie là-dedans. Moi, j'ai connu une Algérie fraternelle. C'est pour ça que je parle de guerre civile et de guerre fratricide plutôt que de guerre d'indépendance. Parce que quelque part, l'indépendance, elle aurait dû effectivement se faire, mais avec tous ces Algériens qui composaient et qui avaient construit ce pays, tous ensemble. Mais bon, on me dit c'est utopique. C'est utopique, en tout cas ça s'est pas fait, donc ça s'est pas fait. Voilà, c'était un peu l'image que voulait donner mon oncle Jean-Michel Guérao, qui avait créé la revue Simoun à Oran, qui a été créée en 52, qui a été arrêtée en 62, et où il donnait la parole à tous les littéraires des intellectuels algériens, qu'ils soient d'origine européenne ou musulmane, et ils écrivaient, et Camus a fait ses premiers écrits là-dedans, et Robles et compagnie, enfin, moi cet oncle, avec ma sœur, on l'admirait beaucoup, et plus tard, quand j'ai été consciente, un peu avec des raisons plus politiques, je me suis dit, mais si j'avais été adulte, c'était dans cette mouvance que je me serais située. C'était impossible pour moi de me sentir française dans la mesure, comme je l'ai dit, j'étais nourrie par les contes de ma grand-mère qui me parlaient de nos ancêtres en Espagne, par mon attachement viscéral à cette terre algérienne. Ce maître qui avait dit que la France était plus beau que l'Algérie, c'était pas possible. Donc je suis arrivée en France déjà moi-même pleine d'a priori et de préjugés. Mais l'accueil a été à la hauteur de mes préjugés. C'était, on ne peut pas dire que l'accueil ait été à bras ouverts. On a été accueillis, on n'a pas été accueillis du tout. On a été des intrus. On est venu manger le pain des Français, on est venu prendre les places des Français à l'école, soi-disant. D'ailleurs, ce que tu disais, moi j'ai découvert le discours de Gaulle il n'y a pas longtemps, ou d'un ancien maire de Marseille qu'on peut citer. Gaston Defferre, qui a dit les pieds noirs à la mer et qu'ils aillent se réadapter ailleurs. Les dockers qui plongeaient les cadres, des malheureux cadres qui les plongeaient dans l'eau pour les détruire, mais partout ailleurs. Moi, on est arrivé, maman, depuis l'Algérie, elle avait réussi à trouver un collège qui nous acceptait en cours d'année. C'était le lycée Raymond Nave à Toulouse. C'est le seul qui nous ait accepté. Mais quand je suis arrivée pensionnaire, j'avais les petites Françaises de France là autour de moi qui me regardaient, qui disaient « Ah, mais tu sais parler français ?
Ah, mais comment vous viviez en Algérie? Vous vous déplaciez à dos de chameau, enfin des trucs, mais je dis, mais comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas comment on vivait en Algérie? Mais l'Algérie, c'était la France, soi-disant. On disait ça, hein, l'Algérie, c'est la France, c'est des départements français. On ne disait même pas que c'était une colonie, c'était des départements français. Maroc et Tunisie étaient des colonies. Mais l'Algérie, non, c'était des départements. Mais c'est pas possible. En plus, il parlait avec un accent épouvantable, accent de Toulouse. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Je sais quoi, pardon ma première dictée, j'ai fait je ne sais pas combien de fautes alors que j'étais premier prix de rédaction et de français en Algérie. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Il prononçait toutes les lettres. Maintenant, même maintenant, je me dis, mais comment je ne comprenais pas, on les comprend bien. Mais quand même, retirés dans le rural, les paysans du cru, là, quand ils parlent, je tends bien l'oreille, hein, parce que comme en tant que correspondante de presse, je fais des entretiens, des interviews. Et des fois, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Hein. Ils ont un bel accent aussi. Mais moi, je disais, c'est eux qui ont un accent, nous, on n'a pas d'accent. Évidemment, on avait un accent. J'ai pas vraiment l'accent, mais quand je téléphone à quelqu'un, quelqu'un me dit « Ah, mais vous avez un petit accent là ». Je dis « Vous aussi ». On part téléphone, on se renifle, hein. On se reconnaît. Et quand on se retrouve un groupe de Français d'Algérie, on se laisse un peu aller, on retrouve des expressions qu'on finit par oublier parce qu'on ne les utilise plus en France, mais souvent des expressions qui sont plus ou moins originaires d'Espagne. Hein. On était très hispanisés. Hein. Oran, à l'heure actuelle, je sais qu'à Oran, encore des gens parlent espagnol. Des Algériens arabes, parlent encore l'espagnol, parce que Oran a été pendant 300 ans un fief espagnol. Et c'est... La mona, par exemple, ce fameux gâteau de Pâques que nous appelons, que nous, à Oran, on disait la mona et que Alger disent la mouna, et maintenant tout le monde dit la mouna, mais c'était la mona. Et en fait, la mona, les monas, las monas en espagnol, c'est les singes. Et les Oranais, ils partaient sur la montagne de Santa Cruz pour manger la mona. Mais il y avait des singes qui occupaient, on va manger le gâteau avec les singes. Les singes et c'est devenu, on va manger la mona. Et voilà, ça c'est des petites légendes, des petites anecdotes, mais c'est vrai qu'on on n'avait pas eu le temps de devenir encore un peuple. Et plus ou moins ce peuple arrivé en France, on a tout fait pour nous éparpiller, surtout pas parce qu'on allait être des gens dangereux. Encore aujourd'hui, quand il y a des réunions comme ça, il y a toujours les gendarmes qui viennent. Alors, j'ai un ami qui dit, il imagine que on est tous arrivés avec comment on appelle, les déambulateurs. On est dangereux quand même. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Mais c'est vrai que l'accueil a été vraiment très... On refusait des locations parce que, vous avez des enfants, on ne veut pas des enfants. Combien de personnes... Nous, on a eu la chance de vivre d'habiter un appartement nu, avec des matelas, que le Secours catholique nous avait fourni. Et puis, comme on n'avait pas on est venu qu'avec 2 valises, et bien, on dormait habillés, et on dormait avec nos duffelcoats. On avait des duffelcoats à l'époque, dessus les manteaux là, de l'époque. C'est pour ça que maman nous a vite mis en pension. Et le seul collège, donc, c'était Raymond Nave qui nous avait pris. Mais... combien de témoignages j'ai pu entendre, j'ai pu recueillir de gens qui ont vécu dans leur voiture, de gens, enfin c'était vraiment... Et d'ailleurs, parce qu'on dit pourquoi, plein de questions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens, ils sont arrivés, ils étaient vraiment... Le peuple, le niveau de vie de la population en Algérie était nettement inférieur au niveau de vie de France. Mais eux, ils imaginaient qu'on était tous des gros colons acadiens, qu'on marche à cheval, avec le fouet. L'image du colon que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais en fait, on était des gens, des petites gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces gens? Ils ont essayé de trouver du boulot, d'arriver à travailler, à gagner leur vie. Et donc, l'Algérie, c'est devenu... il fallait la survie. Il a fallu survivre. Et donc, beaucoup d'enfants ont grandi. Moi, je connais des enfants de pieds noirs qui n'ont jamais entendu parler de l'Algérie chez eux. D'abord parce que c'était tellement douloureux que si c'était comme moi, qui jusqu'à 30 ans ne pouvait pas dire le mot Algérie sans pleurer, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes pieds noirs, et les pieds noirs de mon âge, de ma génération, qui pendant finalement peut-être pas mal d'années ont oublié qu'ils étaient de là-bas,
maintenant reviennent, même avec... enfin, chacun revient avec sa façon de le vivre, mais il dit, c'est vrai, nos parents ne nous en parlaient pas. Mais ils n'en parlaient pas parce que c'était douloureux, et je pense que c'est dans toutes les familles d'exilés qu'on a ce... Je me souviens quand j'habitais Paris, il y avait une famille polonaise, et ils avaient des petits garçons. Et donc je parlais avec cette Polonaise et je disais, ils ont de la chance vos enfants parce qu'ils sont bilingues du coup. Elle me dit, ah non, on leur a appris que le français, ils ne parlent pas le polonais pour pouvoir s'intégrer à la France. Et donc je me dis que c'est le coup classique des exilés, on coupe les racines pour que les enfants s'intègrent au pays et qu'ils grandissent et qu'ils deviennent, d'ailleurs ils deviennent français. Moi mon frère disait, moi je suis toulousain, et c'est que par la suite, plus tard, ces dernières années, d'échanger avec moi, qui me disait, je commence par me découvrir que je suis pied noir. Mais, tu vois, c'est... Et puis parce qu'à un moment, l'image du pied noir avait une telle... Parce que, voilà, oui. Et oui, mais il y a des pieds noirs qui avaient honte de dire qu'ils étaient pieds noirs. Moi, j'ai jamais eu honte, hein. J'ai toujours été fière de ce que j'étais, parce que j'ai toujours été fière de mes ancêtres. Ils ont travaillé dur, et ce qu'ils ont eu, ils l'ont gagné à la sueur de leur front. Et je les honore. Moi j'honore mes ancêtres, et donc je suis fière d'où je viens, et je suis fière de qui je suis, parce que je suis de cette terre-là qui m'a faite telle que je suis. Et finalement je remercie aussi la destinée qui a fait que j'ai été arrachée de cette terre. Ça m'a permis peut-être sûrement même, d'ouvrir davantage mon regard, et de devenir une citoyenne de la planète, et donc de me trouver d'abord chez moi n'importe où, partout je suis chez moi puisque je suis une enfant de la Terre, et que tous les autres, toute cette humanité qui est aussi enfant de la Terre, ce sont mes sœurs et mes frères. Et voilà, après, bon, c'est vrai que ça peut choquer des personnes quand je dis ça, mais c'est le chemin, le travail que j'ai fait par la suite, et que je n'aurais sûrement pas fait en Algérie, parce que j'étais dans la satisfaction, j'avais tout ce que je voulais, donc je ne cherchais pas plus. Or là, comme je n'avais plus cet essentiel, je me suis ouverte et je me suis nourrie de tout ce que la vie et notre planète pouvaient m'apporter. Et donc finalement c'était une grâce d'en être arrachée. Et c'est pareil que la naissance, on est arraché de la matrice, là, du ventre de la maman. Et bien pour découvrir le monde, et bien moi j'étais arrachée du ventre de l'Algérie, pour accomplir ma vie. Et évidemment je reste fidèle à ma première mère, qui est donc l'Algérie, et à ma grande mère, qui est la planète Terre.